Si vous m'écoutez depuis la France, la Belgique, le Québec, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, ou depuis une petite ville dont personne ne parle jamais, écrivez votre ville en commentaire. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce que je croyais être une histoire d'héritage était en réalité une trahison enterrée dans ma propre famille pendant 12 ans. Pendant 60 ans, j'ai appelé cette femme ma sœur. 60 ans à partager la même table, les mêmes souvenirs, les mêmes silences après les enterrements. 60 ans à croire qu'entre nous, il n'y avait jamais eu besoin de méfiance. Elle s'appelait Simone Morel. Moi, je m'appelle Éric Morel. En décembre 2013, notre père, Henri Morel, est mort à 93 ans dans la maison qu'il avait bâtie de ses mains, pierre après pierre, au début des années 1950. Cette maison n'était pas grande, elle n'avait rien d'un château. Mais dans notre famille, elle valait plus qu'un domaine. Elle portait la sueur de mon père, les prières de ma mère, les repas pauvres de notre enfance, les hivers où le bois manquait, les étés où la chaleur entrait par les volets fendus. C'était là que Simone et moi étions nés, là que nous avions appris à marcher. Là que mon père rentrait des champs avec les mains fendues et le dos courbé, sans jamais se plaindre. Henri n'était pas un homme tendre dans les mots. Il ne disait pas « je t'aime », il réparait une porte. Il coupait du bois, il posait une main lourde sur une épaule, et cela voulait dire tout ce qu'il ne savait pas prononcer. Il était né en 1920, dans une époque où les hommes apprenaient à se taire avant d'apprendre à pleurer. Moi, j'avais travaillé toute ma vie comme maçon. En juillet 1972, j'avais construit ma propre maison pendant que ma femme Madeleine attendait notre fils Thomas. J'avais cru alors que tout ce qu'un homme bâtissait avec ses mains lui survivrait honnêtement. J'étais naïf, les murs restent debout, oui. Mais les mensonges aussi. Simone avait toujours été celle que mon père regardait avec une fierté silencieuse. Elle lisait bien, écrivait mieux que moi, parlait avec assurance. Elle était restée plus près de nos parents dans leurs dernières années. Moi, j'avais ma maison, mon travail, ma femme, mon fils. Elle avait gardé la maison familiale comme on garde une chapelle. Voilà ce qu'on me disait, voilà ce que j'ai accepté. Après la mort de papa, le testament fut lu chez Maître Dupont, le notaire de la famille depuis presque 30 ans. Je me souviens de cette journée avec une précision qui me serre encore la gorge. C'était le 18 décembre 2013. Le ciel était bas. Il faisait froid dans les rues, un froid humide qui semblait sortir des pierres. Simone était assise à ma droite. Elle portait un manteau noir, les mains croisées sur son sac. Elle avait les yeux rouges, mais son visage restait calme. Trop calme peut-être. À l'époque, je n'ai rien vu. On ne soupçonne pas une sœur quand on vient d'enterrer son père. On ne cherche pas la faute dans les yeux de quelqu'un avec qui on a partagé son enfance. Maître Dupont a ouvert le dossier. Sa voix était lente, fatiguée. Il a lu les volontés d'Henri Morel. L'argent serait partagé d'une manière qui ne me choqua pas. Puis vint la maison. La maison familiale revenait entièrement à Simone. Je n'ai pas parlé, je n'ai même pas bougé. Il y eut seulement en moi un silence lourd, comme lorsqu'une paupière tombe au fond d'un puits et qu'on attend le bruit de l'eau sans jamais l'entendre. Simone tourna vers moi son visage de sœur. Elle posa sa main sur mon bras et dit doucement « Éric, c'est ce que papa voulait, il me l'avait expliqué. Il voulait que la maison reste avec moi. Toi, tu avais déjà construit ta vie. » Je l'ai regardé. Je voulais croire que mon père avait pensé cela. Je voulais croire qu'il avait eu ses raisons. Je voulais croire que Simone ne me disait pas une phrase préparée depuis longtemps. Alors j'ai baissé les yeux. Voilà comment commencent certaines trahisons.
non pas avec un cri, mais avec une phrase dite doucement dans un bureau de notaire. Pendant 12 ans, j'ai vécu avec cette version. De 2013 à 2025, j'ai répété à ceux qui me demandaient que papa avait choisi ainsi. J'ai dit que Simone était restée près de lui, qu'elle avait mérité cette maison, qu'il n'y avait rien à contester. Je l'ai défendue. C'est cela qui me brûle encore aujourd'hui. Je l'ai défendue pendant qu'elle profitait de mon silence. Au Noël de 2015, 2017, 2019, je suis retourné dans cette maison. Je m'asseyais à la table où mon père coupait son pain. Simone servait le café comme si rien n'avait jamais été volé. Elle parlait de papa avec tendresse. Elle disait « Il aurait aimé nous voir réunis ». Et moi, idiot de frère, je hochais la tête. Je regardais les murs. Je me disais « Ils ne sont plus à moi, mais c'est juste. Papa l'a voulu. » Papa ne l'avait pas voulu, mais cela, je ne le savais pas encore. Madeleine, ma femme, est morte en octobre 2022, après 50 ans de mariage. Sa mort a vidé ma maison d'un bruit que je ne savais même pas entendre avant qu'il disparaisse. Les matins sont devenus plus longs, les soirs plus froids. Quand on perd celle qui a partagé toute une vie, les souvenirs reviennent avec une cruauté méthodique. Ils n'arrivent pas en foule. Ils arrivent un par un, comme des témoins. C'est après sa mort que j'ai commencé à repenser au testament. Pas avec colère, pas encore. Avec une gêne sourde, une question que je repoussais chaque fois qu'elle montait. Pourquoi papa m'aurait-il laissé dehors de cette maison ? Je n'avais jamais été un mauvais fils, je n'avais jamais abandonné mon père. J'avais simplement construit ma vie ailleurs, comme il me l'avait appris. Fallait-il donc être puni pour avoir obéi à l'exemple d'un homme qui avait lui-même tout bâti ? Simone, elle, continuait d'habiter la maison, elle parlait de chez elle. Ce mot peu à peu a commencé à me blesser, chez elle. Comme si les murs n'avaient jamais porté mon nom, comme si mon enfance avait été effacée par une signature. Je ne savais pas encore que cette signature était le cœur du mensonge. En mars 2025, un homme mourant m'a téléphoné. Il s'appelait René Dubois. Il avait été le voisin de mes parents pendant plus de 60 ans. Sa voix, ce jour-là, semblait venir d'un couloir étroit, loin derrière la vie. Il respirait mal. Il m'a dit « Éric, je dois te parler de ton père, avant de partir. » À cet instant, j'ai compris que les morts n'en avaient pas fini avec nous. Mais avant cette révélation, il y avait eu 12 ans de confiance abîmée sans que je le sache. 12 ans pendant lesquels ma sœur m'avait regardé en face. 12 ans pendant lesquels elle avait porté le nom de notre père comme un voile, alors qu'elle savait que derrière ce voile se cachait autre chose. La vérité n'est pas sortie d'un tribunal. Elle n'est pas sortie d'une dispute. Elle est sortie de la bouche tremblante d'un vieil homme qui ne voulait pas mourir, avec le secret d'une famille sur la conscience. Et ce secret allait me ramener à décembre 2013, dans ce bureau de notaire, à la seconde exacte où Simone avait posé sa main sur mon bras, en me disant « C'est ce que papa voulait. » Non, Simone, ce n'était pas ce qu'il voulait. Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite de cette histoire et écrivez en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez. Dites-moi sans moi aussi votre théorie. Simone avait-elle seulement peur de perdre la maison ou avait-elle préparé depuis longtemps la plus froide trahison qu'une sœur puisse faire à son frère ? Si vous m'écoutez depuis Paris, Marseille, Bruxelles, Montréal, Genève, Alger, Casablanca ou depuis un village où les secrets de famille se transmettent, faites plus vite que les vérités, écrivez votre ville en commentaire. Restez jusqu'à la fin, parce qu'en mars 2025, un simple appel téléphonique a ouvert une tombe
que ma famille croyait refermée depuis 12 ans. Le 3 mars 2025, à 18h42, mon téléphone a sonné dans la cuisine. Je m'en souviens parce que la nuit tombait déjà derrière la fenêtre et que j'étais assis seul devant une assiette que je n'avais presque pas touchée. Depuis la mort de Madeleine, en octobre 2022, je mangeais souvent comme ça, sans faim, sans bruit et avec seulement le tic-tac de l'horloge, pour me rappeler que le temps continuait même quand la maison ne vivait plus vraiment. Le nom de René Dubois est apparu sur l'écran. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois. René avait 90 ans passés. Il habitait encore au rez-de-chaussée de l'ancienne maison voisine de celle de mes parents. Il avait connu mon père Henri avant ma naissance, avant Simone, avant même que la maison familiale soit terminée. Il avait vu les fondations creusées dans la terre au printemps 1951. Il avait vu ma mère laver le linge dehors. Il m'avait vu courir pieds nus dans la cour. Il avait vu Simone entrer et sortir de cette maison comme si le monde lui devait déjà quelque chose. Quand j'ai décroché, j'ai d'abord entendu son souffle, pas une respiration normale. Un souffle cassé, profond, presque honteux. Celui d'un homme qui n'appelle pas pour parler du temps, ni pour prendre des nouvelles. Celui d'un homme qui a gardé une phrase trop longtemps dans sa poitrine. « Éric !» Sa voix était faible. « René, vous allez bien ?» Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu un froissement, peut-être un drap, peut-être une main qui cherchait le téléphone, puis il a dit « Je dois te dire quelque chose avant de mourir. » Ces mots-là ne se discutent pas, bonne paix. Ils ne se repoussent pas. Ils entrent dans une pièce et tout devient froid autour d'eux. Je suis resté immobile, la fourchette encore dans la main. C'est à propos de ton père. Mon père était mort depuis décembre 2013. 12 ans, 12 ans que son corps reposait au cimetière, 12 ans que son nom était gravé sur une pierre, 12 ans que je croyais connaître la fin de son histoire. René reprit lentement, comme si chaque mot lui coûtait une portion de vie. Le soir, avant qu'il perde la parole, je suis allé le voir. Tu sais, je passais souvent. Simone s'était sortie chercher des médicaments, je crois. Il était dans son lit. Il respirait mal, mais il avait encore toute sa tête. Il m'a regardé longtemps, puis il m'a dit « René, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai senti mon dos se raidir. » Il m'a dit qu'il avait signé un papier qu'il n'aurait pas dû signer, qu'il l'avait fait parce que Simone lui avait dit que c'était nécessaire. Il disait qu'il ne comprenait plus bien, qu'il était fatigué, qu'elle insistait. Mais il m'a dit une chose très claire, Éric. Très claire. René s'est arrêté. Je l'entendais lutter contre sa propre respiration. Il m'a dit la maison devait aller aux deux, à Éric et à Simone. Ensemble. Je n'ai rien dit. Dans ma cuisine, l'air est devenu épais. L'horloge continuait à battre, mais chaque seconde semblait tomber sur moi comme un coup. Répétez-moi ça, ai-je murmuré. Alors il a répété, mot pour mot. La maison devait aller aux deux, à Éric et à Simone. Ensemble, je n'avais pas besoin d'un tribunal pour comprendre ce que ces mots voulaient dire. Je n'avais pas besoin d'un expert pour sentir la trahison entrer dans ma vieillesse comme une lame froide. Pendant 12 ans, Simone m'avait dit « c'est ce que papa voulait ». Pendant 12 ans, elle avait servi le café sous le toit qu'elle savait avoir obtenu contre la vérité. Après avoir raccroché, je suis resté assis presque une heure dans le noir. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas débarrassé la table. Je n'ai pas pleuré. La colère, la vraie, ne vient pas toujours avec des cris. Parfois, elle vient avec un silence si lourd qu'on entend son propre sang dans les oreilles. Le lendemain matin, 4 mars 2025, j'ai appelé mon fils Thomas. Thomas avait 55 ans.
Il n'était pas bavard. Il ressemblait à ces hommes qui prennent leur temps pour comprendre, mais qui, une fois qu'ils ont compris, ne reculent que plus. Je lui ai tout raconté, l'appel de René. Les mots de mon père, la signature. Simone, il est resté silencieux jusqu'au bout. Puis il a dit « Papa, ne parle pas encore à Simone, pas un mot. » On va chercher les documents. Le samedi 8 mars 2025, Thomas est arrivé chez moi avec une chemise noire sous le bras. Il l'utilisait pour les choses sérieuses, assurance, papier, succession, acte de propriété. Il a vidé la table de la cuisine, a posé un carnet devant lui et m'a demandé de reprendre toute l'histoire depuis le début. Le testament avait été lu le 18 décembre 2013 par Maître Dupont. Maître Dupont était mort en 2015. Son étude avait été reprise par Maître Chevalier, un notaire plus jeune, installé dans le même bâtiment rue des Tilleuls. C'était là que les archives devaient dormir. Voilà le mot. Les mensonges des familles dorment souvent dans des armoires métalliques entre deux dossiers jaunis en attendant que quelqu'un ose ouvrir la bonne chemise. Le 11 mars 2025, Thomas et moi sommes allés chez Maître Chevalier. Il nous a reçus dans un bureau clair, trop propre, avec des murs blancs et des dossiers parfaitement alignés. Je lui ai expliqué, d'une voix que je voulais ferme, que je souhaitais consulter le dossier successoral de mon père, Henri Morel, décédé en décembre 2013. Je n'ai pas accusé Simone. Pas encore. J'ai simplement dit qu'un témoin venait de me révéler l'existence possible d'une volonté différente. Le notaire n'a pas souri. Il a compris que nous n'étions pas venus pour une formalité. Je vais vérifier ce qui a été conservé dans les archives de Maître Dupont, a-t-il dit. Certains documents ont été numérisés. D'autres non, cela peut prendre quelques jours. À 4-25 ans, quelques jours peuvent ressembler à une nouvelle punition. Nous sommes revenus le 18 mars. Rien de décisif. Le testament officiel existait bien, un testament holographe écrit à la main, signé par mon père, laissant la maison à Simone seule. Le document était légal, net. Propre, trop propre. Je suis sorti du cabinet avec une orage muette. Thomas m'a simplement dit « On continue ». Le 24 mars 2025, Maître Chevalier nous a rappelé. Sa voix avait changé. J'ai trouvé un document que vous devriez voir. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Nous étions dans son bureau à 10h15. Il a sorti une chemise ancienne, plus épaisse que les autres, avec le nom de mon père inscrit à l'encre noire, Henri Morel. Mes mains tremblaient, mais je les ai gardées sur mes genoux. Le notaire a posé devant moi une feuille jaunie. C'était l'écriture de mon père. Je l'ai reconnue avant même de lire. Cette écriture lourde, inclinée, presque laborieuse, celle des hommes qui n'ont pas beaucoup écrit mais qui pèsent chaque mot quand ils le font. Le document était daté du 17 juin 2010, 3 ans avant sa mort. Il y écrivait que la maison familiale devait être partagée en 2 parts égales entre ses enfants, Éric Morel et Simone Morel. J'ai regardé la date, 17 juin 2010. Puis les noms Éric, Simone, parts égales. Quelque chose s'est cassé en moi, mais ce n'était pas une faiblesse. C'était la dernière pièce d'un mensonge qui tombait au sol. Maître Chevalier expliqua que ce brouillon n'avait jamais été déposé comme testament définitif. Il n'annulait pas légalement le testament de 2013. Mais il prouvait une chose essentielle. Avant ces derniers mois, mon père voulait l'égalité. Il ne m'avait pas effacé d'aller. Il ne m'avait pas exclu. Il n'avait pas choisi de donner à Simone toute la maison comme elle me l'avait répété pendant 12 ans. La voix de René revenait dans ma tête.
Il a signé parce que Simone lui a dit que c'était nécessaire. Je voyais mon père dans son lit, vieux, fatigué, diminué. Je voyais Simone penchée près de lui, douce peut-être, patiente peut-être, mais insistante. Je ne pouvais pas encore prouver chaque mot, mais je comprenais la forme du crime moral. Elle n'avait pas volé avec une arme, elle avait volé avec la confiance, avec la fatigue d'un vieil homme, avec la place privilégiée de la fille restée près du lit. Et moi, pendant 12 ans, j'avais appelé cela la volonté de mon père. Le notaire parla de captation, influence indue, état de vulnérabilité. Des mots froids, juridiques, propres. Moi, je n'entendais qu'une seule phrase. Ma sœur avait pris ce que mon père voulait partager. En sortant du cabinet, Thomas m'a demandé « Tu veux aller jusqu'au bout ?» Je l'ai regardé. Le ciel était gris. Les rues semblaient plus étroites qu'avant. J'avais 85 ans, une femme morte, un père trahi, une sœur vivante qui ignorait encore que je savais. J'ai répondu « Oui, pas pour la maison. Pour lui. » Ce jour-là, je n'étais plus seulement un vieil homme qui cherchait à comprendre. J'étais un fils qui venait de trouver la preuve. Et la preuve avait un nom, une date, une signature. 17 juin 2010. Henri Morel voulait que la maison soit aux deux. Abonnez-vous pour entendre la suite. Parce que la prochaine fois, je vais vous raconter le jour où Simone s'est assise dans ma cuisine et a compris que son mensonge n'était plus protégé. Écrivez votre ville en commentaire et dites-moi votre théorie. Avait-elle manipulé notre père par peur de tout perdre ou avait-elle attendu sa faiblesse pour prendre ce qui ne lui appartenait pas? Si vous m'écoutez depuis Lyon, Lille, Bruxelles, Montréal, Genève, Alger, Dakar, ou depuis une maison où un silence familial pèse encore sur la table, écrivez votre ville en commentaire. Et restez jusqu'à la fin parce que le 10 avril 2025, ma sœur s'est assise dans ma cuisine sans savoir que les morts avaient déjà parlé contre elle. Pendant 40 jours, je n'ai rien dit à Simone. Je l'ai laissée vivre dans l'idée que son mensonge était encore debout. Je l'ai laissé croire que décembre 2013 était resté enterré avec notre père. Elle m'appelait parfois, comme avant, avec cette voix douce, presque ordinaire, cette voix de sœur qui demande si tout va bien, si je mange correctement, si je dors un peu depuis la mort de Madeleine. Et moi je répondais calmement. Oui Simone, ça va Simone. Je te rappellerai Simone. Mais chaque fois que je prononçais son prénom, je revoyais l'écriture de mon père sur cette feuille du 17 juin 2010. Je revoyais les mots. La maison familiale devait être partagée entre Éric Morel et Simone Morel à parts égales. Je revoyais la main tremblante de René Dubois me livrant, par téléphone, la dernière vérité d'un mourant. Papa avait voulu l'égalité, Simone avait gardé la totalité. Et pendant 12 ans, elle m'avait regardé dans les yeux. Le 7 avril 2025, j'ai fait appeler Simone. Il était un peu plus de 9 heures du matin. Je venais de relire une fois encore la copie du brouillon que Maître Chevalier nous avait remise. Thomas m'avait conseillé de ne pas la confronter seule, mais il savait aussi que certaines choses ne peuvent pas se dire devant un témoin. Il y a des trahisons qui doivent d'abord être déposées entre deux personnes face à face dans la pièce même où elles ont commencé à pourrir. Je lui ai dit « Simone, j'ai besoin que tu viennes jeudi. Il faut qu'on parle de papa. » Il y eut un silence très bref, presque rien. Mais je l'ai entendu. Puis elle a répondu « Bien sûr, Éric, je viendrai. » Elle n'a pas demandé pourquoi, pas vraiment. Elle a seulement ajouté « Tu m'inquiètes ». Cette phrase-là m'a glacé, pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop bien posée.
Depuis des années, Simone savait jouer la sœur inquiète, la sœur raisonnable. La sœur qui protège les souvenirs, la sœur qui parle du père mort avec une tendresse assez épaisse pour couvrir les fissures. Le jeudi 10 avril 2025, elle est arrivée à 15h20. Je l'ai vue par la fenêtre avant qu'elle ne frappe. Elle descendait lentement de sa voiture avec son sac brun serré contre elle. Elle avait 79 ans, les épaules un peu voûtées, les cheveux gris bien coiffés. De loin, elle ressemblait à une vieille femme respectable, une sœur, une tante, une fille qui avait soigné ses parents. C'est cela le plus terrible, les coupables dans les familles ne ressemblent tous pas toujours à des monstres. Parfois, ils apportent une tarte. Parfois, ils vous embrassent sur la joue. Parfois, ils connaissent votre enfance mieux que personne. Elle est entrée dans ma cuisine, la cuisine de Madeleine. La nappe était propre, le café était prêt. Sur la table, devant ma chaise, j'avais posé une enveloppe beige. À l'intérieur, il y avait la copie du document daté du 17 juin 2010, les notes de Thomas et le résumé de notre échange avec Maître Chevalier. Simone a regardé l'enveloppe, puis elle a regardé mon visage. Elle a compris que ce n'était pas une visite ordinaire. « Tu voulais me parler ?» a-t-elle demandé. Je lui ai proposé du café. Elle a refusé. Moi non plus, je n'en ai pas pris. Il y avait déjà assez d'amertume dans cette pièce. Je me suis assis en face d'elle. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. Je voulais observer encore une fois ce visage que j'avais connu enfant, adolescent, adulte, vieilli. Ce visage qui avait ri à côté du mien sur les photos de Noël. Ce visage qui avait pleuré devant le cercueil de notre mère. Ce visage qui, le 18 décembre 2013, dans le bureau de Maître Dupont, m'avait dit avec douceur « C'est ce que papa voulait ». Alors j'ai commencé. Je lui ai parlé de René Dubois. Je lui ai dit la date de son appel, 3 mars 2025. Je lui ai répété ces mots sans trembler. Le soir, avant de perdre la parole, papa lui avait confié qu'il avait signé un papier qu'il n'aurait pas dû signer. Il avait dit que Simone lui avait présenté cela comme nécessaire. Il avait dit que la maison devait revenir aux 2 enfants, à Eric et à Simone, ensemble. Simone n'a pas bougé, pas même les mains. Elles sont restées posées sur son sac, serrées l'une contre l'autre. Son visage n'a pas eu l'indignation d'une innocente. Il n'a pas eu le choc d'une femme accusée à tort. Il s'est seulement fermé lentement comme une porte qu'on tire de l'intérieur. J'ai sorti la feuille de l'enveloppe, je l'ai poussée vers elle. Et puis il y a ça, elle a baissé les yeux, je l'ai vue lire la date. 17 juin 2010, je l'ai vue reconnaître l'écriture de papa. Je l'ai vue arriver au nom Éric Morel. Simone Morel, parts égales. Alors seulement, quelque chose a changé dans son regard. Ce n'était pas de la surprise. Non, c'était pire que la surprise. C'était la fatigue de quelqu'un qui comprend que le mensonge n'a plus de toit. Ce brouillon était dans les archives de Maître Dupont, ai-je dit. Maître Chevalier l'a retrouvé, papa ne voulait pas me déshériter de la maison. Il avait prévu un partage, et 3 ans plus tard, quand il était vieux, faible, presque sans force, un autre testament est apparu. Celui qui te donnait tout, elle a fermé les yeux, je n'ai pas crié. J'aurais pu frapper la table, jeter la feuille contre elle, lui demander comment elle avait osé porter le deuil de notre père avec des mains pareilles. Mais à 85 ans, on apprend que certaines vérités n'ont pas besoin d'être hurlées, elles entrent toutes seules dans la chair. Pendant 12 ans, Simone, tu m'as dit que c'était sa volonté. Elle a murmuré, c'était compliqué,
Ce fut la première phrase de sa défense. C'était compliqué. Comme si la vieillesse d'un père pouvait devenir un couloir sombre où l'on déplace les meubles à son avantage. Comme si l'amour d'une fille pouvait justifier de tordre la main d'un homme fatigué jusqu'à lui faire signer une injustice. Je l'ai regardé et j'ai répondu « Non, c'était simple. Papa voulait partager. Tu voulais garder. » Oh, elle a relevé la tête. Ses yeux étaient humides, mais je ne savais plus si ses larmes venaient du remords ou de la peur d'être enfin nommé. J'étais resté avec eux, Éric. Toi, tu avais ta maison, tu avais Madeleine. Tu avais Thomas, moi j'avais cette maison. C'était tout ce qui me restait. Alors tu as pris ma part. Je me suis convaincu que c'était juste. Tu t'es convaincu parce que ça t'arrangeait. Elle a porté une main à sa bouche. Pendant un instant, j'ai revu la petite fille qu'elle avait été, celle qui courait derrière moi dans la cour, celle que je protégeais quand les garçons du village se moquaient d'elle. Et cela m'a fait plus mal encore, parce que la trahison n'efface pas l'amour ancien. Elle le salit. Simone a parlé plus bas. Papa était fatigué, il avait peur de tout. Peur que la maison soit vendue, peur que les enfants se disputent après lui. Je lui ai dit que ce serait plus simple si elle me revenait. Je lui ai dit que toi, tu comprendrais. Je suis resté silencieux. Voilà donc la vérité. Elle n'avait pas forcé une serrure. Elle avait trouvé une faiblesse. Elle n'avait pas arraché la maison avec violence. Elle l'avait obtenue avec des phrases dites au chevet d'un vieil homme. Des phrases douces, probablement. Des phrases pratiques, des phrases de filles dévouées. C'est ainsi que certaines familles sont volées non dans la nuit, mais à côté d'un lit de malade, sous une lampe faible, avec le ton de quelqu'un qui prétend vouloir arranger les choses. Tu savais qu'il regrettait ? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu, son silence a été son aveu. Je me suis penché légèrement vers elle. René l'a entendu, Simone. La veille de perdre la parole, papa savait. Il savait qu'il avait signé quelque chose de mal, et toi aussi tu savais qu'il savait. Ses larmes sont tombées alors. 2 lignes fines sur son visage ridé. Je n'ai pas ressenti de victoire. La vérité ne donne pas toujours de la joie. Parfois, elle ne fait qu'éclairer la ruine. Je ne peux pas revenir en arrière, a-t-elle dit. Non. Mais tu peux arrêter de mentir. Le silence qui suivit fut long, très long. Dehors, le vent remuait les branches du figuier. Dans cette cuisine, j'avais l'impression que Madeleine, papa, maman, tous les morts de notre famille se tenaient derrière moi. Pas pour me pousser à la vengeance, pour m'empêcher de reculer. J'ai dit, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour dormir dans cette maison. Je le fais parce que papa a bâti ses murs avec ses mains et que tu as utilisé sa faiblesse pour changer ce qu'il voulait. Je veux que sa volonté soit reconnue. Simone a essuyé ses joues. Puis, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix petite, vieille, presque nue, elle a dit « Tu as raison, Éric. » Ces 3 mots auraient dû me soulager. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils arrivaient 12 ans trop tard. Les démarches avec Maître Chevalier ont continué après ce jour-là. La procédure n'était pas simple. Le testament officiel de 2013 existait. La loi ne se plie pas facilement aux douleurs d'un fils. Il fallait établir l'influence, la vulnérabilité, le rôle de Simone, la valeur du témoignage de René, le poids du brouillon de 2010. Thomas s'en occupait avec patience. Moi, je signais les papiers qu'il fallait signer. Mais au fond, quelque chose était déjà jugé. Simone avait avoué. Pas devant un tribunal, pas devant une salle pleine. Devant moi, dans la cuisine de ma femme morte, le 10 avril 2025, à l'heure où la lumière commençait à baisser sur les carreaux. René Dubois est mort 15 jours après son appel.
Le 18 mars 2025, avant même que tout soit terminé, il a emporté avec lui sa respiration usée, mais pas le secret. Le secret, lui, était passé de sa bouche à ma main, puis de ma main aux archives, puis des archives au visage de Simone. Je suis allé à son enterrement. Devant l'église, j'ai pensé à mon père. J'ai pensé qu'un homme peut mourir 2 fois. Une première fois quand son cœur s'arrête, une seconde fois quand on falsifie ce qu'il voulait laisser derrière lui. Pendant 12 ans d'audience, Simone avait essayé de lui imposer cette seconde mort. Elle n'a pas réussi. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'il restera de ma relation avec elle. Elle est toujours ma sœur. Cela aussi est une condamnation. On ne cesse pas d'avoir partagé le même sang parce qu'une vérité éclate. Mais entre nous, désormais, il y a une pierre noire posée au milieu du chemin. Peut-être qu'un jour, nous trouverons la force de la déplacer. Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que je ne prononce plus son nom de la même manière. Et quand je pense à la maison, je ne pense plus seulement aux murs, aux toits, aux fenêtres. Je pense à papa assis sur son lit, cherchant dans ses dernières forces un moyen de corriger ce qu'on lui avait fait signer. Je pense à René, portant cette phrase pendant 12 ans comme une braise sous la cendre. Je pense à cette feuille du 17 juin 2010, oubliée dans un dossier, attendant que quelqu'un vienne enfin lire la vérité. La maison n'était pas seulement un héritage. C'était le dernier témoignage de mon père, et ma sœur avait essayé de se l'approprier entièrement. Mais à 85 ans, j'ai appris une chose. Il n'est jamais trop tard, pour reprendre ce qui a été volé quand ce qu'on reprend n'est pas seulement une part de pierre, mais la dignité d'un mort et la vérité d'un fils. Alors dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez et abonnez-vous si cette histoire vous a touché. Mais surtout, dites-moi votre théorie. Simone mérite-t-elle le pardon parce qu'elle avait peur de perdre la maison, ou faut-il appeler son geste par son vrai nom, une trahison froide, calculée, commise au chevet d'un père vulnérable?